pense que c'est le meilleur défenseur de notre liste là qu'on a là. Et il est top 2 de l'attaque. Genre, c'est certainement le deuxième meilleur joueur offensif parce qu'il y a peut-être Doncic qui est devant lui. Bon, bah, à partir de là, le constat il est implacable. C'est lui le meilleur meneur de la ligue. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Tibi et sur YouTube. Et oui, ça change de nos habitudes sur Twitch. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, si on tourne en ce jour en ce jour de dimanche, c'est parce que c'est le retour du poulet, du fameux poulet qu'on avait lancé la saison dernière avec Noah, Maxime et toute la team Tibi. Cette année, c'est reparti. Les pyramides sont de retour. Et pour m'accompagner sur le premier épisode, Flavien, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Ravi d'être avec toi pour faire cette petite pyramide là des meneurs. Du coup, et ravi d'être de retour avec la team TBA pour le petit poulet du dimanche. Exactement, exactement. Le principe est simple, on sort une pyramide avec différents rangs, le tiers 1, le tiers 2, le tiers 3, le tiers 4. Et on essaie de classer les joueurs en fonction du poste, du rôle, de ce que l'on analyse. Et aujourd'hui, on va analyser les meilleurs meneurs de jeu de la saison 2025-2026. Ce serait quoi du coup toi ta mention honorable? Je vais essayer de pas te griller des joueurs. Mais je te dirais, je vais te sortir un joueur des Kings. Je vais Ok. partir sur Russell Westbrook. Je trouve qu'encore une fois, là, le vétéran, c'est peut-être un des seuls joueurs avec bah, Maxime Reno, le Frenchie, qui, je trouve, fait une saison honorable du côté de Sacramento. Notamment ce qu'il apporte auprès de Maxime Reno et des jeunes. On sent que il a vraiment pris goût dans ce cadre de vétéran de vestiaire. Clairement, je trouve il apporte du bon dans un collectif qui pourtant est nauséabond. Clairement, les Kings, c'est affreux. Alors, ils gagnent un petit peu de matchs là sur la fin de la saison régulière, tant mieux pour eux. Je sais pas ce que ça leur apporte, mis à part perdre des pourcentages à la loterie. Mais pour le reste, il fait une bonne saison. Je crois qu'il est à. Je vais essayer de me mettre ses stats sous les yeux. Je vais faire ça là maintenant. Russell Westbrook, ce que ça donne. Mais il en est à 15 points de moyenne par match, si je ne Mhm. m'abuse. Ouais, c'est ça. 15 points, 5 rebonds, quasiment 7 passes. C'est du Russell Westbrook dans le texte. Voilà, il fait sa saison. Et je balance cette mention-là parce que j'ai pas envie de prendre de risques avec les autres joueurs qui ont peut-être des chances d'intégrer ta pyramide à toi. Donc je veux surtout pas spoil quoi. C'est pas l'objectif de cet épisode. Écoute, je pense qu'on va commencer. Le fonctionnement est simple. Je te laisse lister tes 4 premiers joueurs qui figurent dans le tier 4. Et ensuite, je vais faire pareil. On va voir si on a des joueurs qui sont en commun. Du coup, on pourra discuter, donner un peu notre avis chacun sur les joueurs qu'on a en commun. Et ensuite, on parlera des joueurs qui sont peut-être différents. Ouais. Alors que je ne fasse pas d'erreur dans mon tier 4, du coup, j'ai euh, James Harden, Mm. De'Aaron Fox, Ok, j'ai Darius Garland. d'accord. Et Mhm. en dernier, j'ai Lamelo Ball. Eh ben écoute, on en a deux en commun dans ce tier 4. C'est Lamelo Ball et James Harden, que j'ai aussi. Mhm. Par contre, moi, je vais pas te cacher, j'ai ni De'Aaron Fox dans ma pyramide, ni tu m'as sorti qui? Garland. Je n'ai pas Garland non plus. Moi, j'ai mis Jamal Murray et Keyonte George dans ce tier 4. Ok, ouais, Ouais. c'est vrai. Est-ce que toi, est-ce que Jamal Murray ou Keyonte George sont plus hauts dans ta pyramide ou est-ce qu'ils ne sont pas là? Keyonte George, c'est un peu un oubli de ma part. J'avoue que le Jazz, j'ai pas assez regardé cette saison. C'est vrai que j'aurais pu le citer. Jamal Murray, pour moi, est plus haut. D'accord, ok, trop cool, trop cool. Eh ben écoute, je vais parler de Keyonte George, comme ça voilà, on en parle vite fait, et puis après on parle du reste. Keyonte Bien George, sûr. pour moi, même si on compare un petit peu à la pyramide qu'on avait sortie l'année dernière sur les meneurs, bon, il n'en faisait pas partie, je ne sais même pas si on l'avait mentionné en début d'épisode. C'est pour moi la plus grosse progression à ce poste de meneur, en tout cas d'un point de vue statistique, clairement, je pense qu'il est chaud patate. Keyonte qui passe de 13 points par match à 23,6 points de moyenne cette saison. Une véritable efficacité en plus au tir puisqu'il tourne à 45%.
Il explose son record en carrière le 20 janvier 2026 avec 43 points. Écoute, le Jazz a trouvé son meneur titulaire au poste titulaire. Je trouve que sa connexion avec Walker Kessler sur pick and roll est plutôt très très intéressante et ce sont, je pense, des bases saines pour la suite du projet Jazz parce qu'il y en a un véritable. Avec notamment les arrivées de Jaren Enfin. Jackson Jr., tous ces joueurs-là. Franchement, il y a quelque chose. Moi, j'aime beaucoup cet effectif. J'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Et notre ami Keontae George, franchement, il a son petit bonhomme de chemin à faire là-dedans. En plus de ça, il distribue très très bien. Il tourne à 6 passes de moyenne. Moi, j'adore Keontae. En défense, il a franchi un palier. C'est peut-être pas un lockdown non Mm. plus, hein, mais son énergie, je trouve qu'elle devient contagieuse. Il intercepte un petit peu plus d'un ballon par match. Il est bien plus discipliné sur les switches. Et sa progression physique, surtout, lui permet de mieux contenir les meneurs costauds et tout ça. Donc, ouais, Keontae voilà, intègre ma pyramide des meneurs, fallait le faire. Mais écoute, je crois même qu'il a un sacré dossier dans le registre du MIP, tu vois. Donc ça veut tout dire, ça veut tout Ouais, dire. carrément. Keontae George, moi, clairement, fait partie à mes yeux, des 10 meilleurs meneurs de cette saison. Ouais, je comprends carrément. C'est vrai que c'est un joueur qui, bon, cette saison, on n'en entend pas tant parler que ça parce que d'où la situation du Jazz hein, qui ne joue clairement rien cette saison et Mm. qui tank carrément. Mais c'est vrai que cette saison, il a vraiment explosé. Moi, je me suis longtemps demandé si c'était plus un poste 1 ou un poste 2, même si j'ai toujours trouvé que c'était un joueur qui distribuait bien le ballon. Même si quand il est arrivé à ses débuts au Jazz, si je peux dire, il était un peu plus poste 2. Mm. C'est vrai que cette saison, le Jazz lui a donné beaucoup plus de responsabilités à la main. Ouais. Et ça lui a complètement réussi, hein. Comme tu l'as dit, il passe de 12-13 points, tu m'as dit, à 23. Mm. Il a fait plein de cartons cette saison. Au niveau de la création de shoot, notamment, c'est là où il m'a le plus choqué cette saison. Il peut se créer des shoots, mais n'importe quoi, ce qu'il envoie. Et ouais, grosse progression pour lui, ouais, carrément dans le dossier du MIP. Et il fait une très belle saison. Et après, à voir ce que ça donne l'année prochaine, hein, avec cette belle effectif que s'est fondé le Jazz, Mm. qui pour l'instant, on les a pas vraiment vus à l'œuvre, c'est vrai. Mais l'année prochaine, ça peut donner un truc pas trop mal. Et à voir comment Keontae George s'acclimate un peu à cet effectif qui sera beaucoup plus compétitif que cette année. Ouais. Je te laisse parler de ton De'Aaron Fox qui ne figure pas dans ma pyramide. J'ai hésité, hein, j'ai hésité. D'ailleurs, c'était deux mentions honorables que j'avais de mon côté. Fox et Stephen Castle qui peut évoluer aussi au poste de meneur. Franchement, il y a. Puis t'as Harper, enfin, t'as tellement de possibilités à la main du côté des San Antonio Spurs. Pour le coup, le patron reste De'Aaron Fox. Ouais, le patron, ça reste De'Aaron Fox, même si on sent que, là, j'ai ses stats sous les yeux, hein, il est à 18 points de moyenne cette saison, 3 rebonds, 6 passes. Mm. C'est un petit peu en dessous de ses standards, hein, si je puis dire, de ses dernières saisons, où du coup il avait beaucoup plus de responsabilités. Ouais. Moi, je trouve que ça se voit qu'il se met un petit peu aussi en retrait au niveau du jeu des Spurs, où justement pour laisser se développer Stephen Castle, pour laisser se développer Dylan Harper, il a des fois tendance à se laisser un peu en retrait. Mais moi, je trouve que c'est une superbe chose, même si là, dernièrement, il a été un peu critiqué, notamment pour sa fin de match contre les Nuggets, hein, en prolongation, où il rate des actions importantes. Je trouve qu'il fait une belle saison. Ok, Wemby est excellent cette saison. Les Spurs là, on vient d'avoir leur 60e victoire. Mais Wemby, il a raté des matchs. Et De'Aaron Fox a été là, lui, quasiment toute la saison. Ouais. Il rate très peu de matchs. Et je le trouve hyper régulier. Et pour moi, là, il joue 69 matchs hein, sur cette saison. C'est bien. Donc, il joue plus de 30 minutes par match. Et au niveau
des pourcentages, il reste quand même assez correct, hein. Bon, à 3 points, ça pourrait être un peu mieux. Il est qu'à 32%, mais voilà. Et il est quasiment à 50%, il est à 48% au tir. Donc moi, je trouve qu'il fait une saison complètement juste, complètement dans les attentes. Certes, au niveau de la moyenne de points, il est peut-être un petit peu en dessous de ses standards habituels par rapport aux saisons précédentes, mais c'est aussi normal. Il est dans un effectif complètement différent. Mm. Et aussi, il doit aussi justement laisser sa place pour se développer, pour laisser les jeunes se développer. Et moi, je trouve qu'il remplissera la merveille. Ouais, je suis d'accord. On passe à James Harden. James Harden, et après on parlera de Jamal Murray. J'ai hâte de savoir dans quel tiers tu l'as mis quand même, parce que pour le coup, bien entendu, il fait partie de cette pyramide de mon côté. Mais pour aller titiller les mecs que j'ai mis devant lui, faut s'accrocher. Bon, James Harden, pour le coup, là, on est d'accord. Tier 4. Le barbu qui, cette saison, est passé des Clippers aux Cavaliers. Le Barboudo qui nous fait du Barboudo, quoi. Déjà, d'un point de vue des chiffres, il est quasiment à 24 points par match, 8 passes décisives de moyenne. Il a retrouvé une agressivité de longue distance qu'on ne lui avait plus vue depuis les années là, 2020. Il shoot, je crois, plus de 8 fois par match à longue distance. Sa santé, moi je trouve, c'est aussi une excellente surprise cette année. Il a joué 68 matchs, je crois, un truc du genre. Ah ouais. La précision au lancer franc, elle est présente, 88%. Son efficacité globale en font toujours un moteur offensif d'élite. Ce n'est plus le James Harden des Rockets, ça on sait, on a tiré un trait sur cette période-là. J'attends de voir du coup quel James Harden on va avoir aux côtés, notamment de Donovan Mitchell du côté des Cleveland Cavaliers, et surtout savoir si il va pouvoir apporter à partir de la post-season et de ses playoffs. C'est surtout là où je vais véritablement le juger. Et en fonction de ce qu'il va être capable de nous sortir, peut-être que ouais, il va grappiller des places dans ce classement-là. Maintenant, Harden, c'est Harden, c'est un des meilleurs créateurs. C'est une machine offensive. D'ailleurs, il fait partie des top 10 là, que nous ont sorti Bastien et Alex sur Trash Talk des meilleurs joueurs offensifs all-time. Donc c'est vous dire en fait à quel point ce mec est monstrueux. Côté défense, on sait, il y a de l'amélioration aussi. Je trouve qu'il compense son manque de vitesse latérale par quand même des efforts d'un point de vue ne serait-ce que du placement. Voilà. Ouais, même de l'anticipation, etc. Il Voilà. fait, bon, c'est pas énorme, mais il fait une petite interception par match et il est là. Et puis, moi, je trouve c'est le genre de joueur qui vieillit bien, entre guillemets, si je puis dire. Ouais. C'est le genre de joueur qui s'adapte très bien. Mm. Il a quand même changé de franchise en cours de saison, comme tu l'as dit. Et il s'est hyper vite adapté à l'effectif des Cavs. Ouais. Ça a tout de suite pris, entre guillemets, même si les Cavs sont un peu en dessous des attentes cette saison. Mm. Je trouve que l'intersaison qu'ils ont réalisée est carrément propre. Tu récupères Keon Ellis, tu récupères James Harden, tu récupères James Harden. Non, qu'est-ce que Dennis je voulais Schroeder. dire? Dennis Schroeder, pardon. Mm. Dennis Schroeder, ouais. Leur intersaison a été assez surprenante et plutôt bien réussie, j'ai trouvé. Mm. Et James Harden, c'est assez bien fixé à l'effectif. Et on le sait, hein, c'est un joueur en termes de playmaking qui est all-time, hein. Et pour l'instant, je trouve que, après, le plus important, c'est pas sur cette fin de saison, hein. Pour les Cavs, c'est surtout en playoff, à voir ce Ouais. que ça donne en playoff. On sait qu'Harden, c'est un du joueur pour qui il est un peu critiqué sur sa carrière par rapport à ça, sur ses performances en playoff parfois et notamment dans les Game 7, etc. On verra ce que ça donne, on verra ce que ça donne avec les Cavs. On verra c'est quoi l'attente aussi autour des Cavs. Elles sont grandes, normalement elles sont grandes ces attentes-là. On est un peu déçus de leur saison régulière. Ils sont venus un petit peu dynamiser tout ça parce qu'ils ont bien remarqué que le backcourt Garland-Mitchell ne fonctionnait pas. D'ailleurs, tu nous parleras de Garland juste après. Maintenant, Mm. tu vois, Zubac la saison dernière évolue à un niveau juste stratosphérique, mais parce que en fin de compte, il était tellement bien servi par James Harden, tout ça. Et j'espère que des gars comme Jarrett Allen ou même Evan Mobley vont aussi en profiter. Jarrett Allen qui, dès l'arrivée de James Harden, il a changé du tout au tout. Le mec, il enchaînait les matchs à 20, 22 points et tout. J'étais en mode, waouh, la connexion encore une fois. On sait, James Harden, comment dire, il offre des contrats
très juteux à tous les pivots qui ont évolué à ses côtés parce que ouais, il a cette vision, il a tout quoi. C'est un pur meneur de jeu, moins scoreur qu'auparavant, mais pour autant essentiel dans. Bon, c'est plus le système quoi. Tu sais, il aimait bien dire ouais, je suis le système. Je crois que ça vient de lui Ouais, ça. c'est ça, c'est ça. Mais voilà, James Et encore, Harden. il le reste parfois, hein. Parfois, il arrive encore à être ce joueur dans. Il peut te faire. C'est encore un joueur qui, malgré son âge, malgré le déclin physique, etc., forcément, Mm, c'est un joueur qui peut te faire gagner des matchs, en fait. C'est un ouais, joueur, si bien sûr. t'as un James Harden game, en fait, tu peux rien faire pendant tout le match. Et le mec, il va planter, il va planter, il va planter, il va distribuer. Mm, Et mm. tu pourras tout simplement rien faire pendant toute la rencontre. C'est vrai. On n'a pas De parlé De'Aaron de. Ouais, on a Fox. parlé de De'Aaron Fox et de Keontae George. On avait Lamelo Ball aussi en commun. Ouais. Gilles, je te laisse un petit peu en parler. Bon, là, pour le coup, quelle saison, quoi. Waouh! Quelle saison de la Melo Ball. Est-ce que c'est pas finalement la saison qu'on attendait de la Melo Ball, hein? Je vais me mettre ses stats sous les yeux. C'était un joueur dont on connaissait le talent. On savait que c'était un joueur qui avait énormément de talent, mais c'était un joueur qui était fort critiqué, notamment vis-à-vis de ses absences. Bah Un oui. joueur qui se blesse beaucoup. Et cette saison, justement, il a répondu à cette attente-là. Il joue 69 matchs. Ouais. Et forcément, les stats sont au rendez-vous, hein. Alors, on a parfois l'impression qu'il met plus, mais il met quasiment 20 points par match, hein. Il est à 19 points,8. Et au niveau des pourcentages, bon, c'est la Melo Ball, donc forcément, ça prend beaucoup de shoots. Hmm. C'est pas un meneur qui joue extrêmement propre, mais il shoot à 40%, à 36%, à 3 points. Par contre, ça, c'est assez honorable. Pour moi, c'est lui le franchise player des Hornets, même si parfois on peut se poser la question. Même si c'est un vrai beau collectif et ils font une vraie belle saison, les Hornets, c'est lui un peu le chef d'orchestre de tout ça. Bien sûr. Et puis, moi, je suis désolé, c'est un joueur. Il me fait tellement kiffer, en fait. C'est un joueur, il me fait tellement kiffer à regarder. Son style de jeu est tellement unique pour moi. J'ai jamais vu un joueur qui joue comme ça en NBA. Les shoots sur un pied, le mec, t'as l'impression qu'il s'en fout quand il joue. Et moi, c'est un joueur qui me fait vraiment kiffer. Ouais. Alors certes, des fois c'est un peu chiant, des fois t'as l'impression que il est, il est nonchalant sur le terrain, mais il peut tellement sur des séquences te mettre le feu, en fait, tout simplement. Et c'est Hmm. aussi ça, hein, c'est aussi un des points forts des Hornets cette saison, c'est leur attaque. Et pour moi, le point d'orgue de cette attaque des Hornets, c'est la Melo Ball. En fait, c'est ce qu'on lui reprochait aussi, ce style de jeu un peu olé olé, feu follet, qui en a un peu rien à faire. Mais je trouve que en fait, ça s'est un petit peu stabilisé cette saison, et notamment par l'apport d'un véritable vétéran en la personne de Con Knuppel. Ça, fallait le voir venir. Non, franchement, c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus solide. J'étais en train de voir là des statistiques qui m'avaient, pour le coup, interloqué, mais sur l'année 2026, on sait que les Hornets, c'est certainement l'une des meilleures équipes. Et la Melo affiche le deuxième meilleur plus-minus de toute la NBA. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des efforts en attaque, mais aussi en défense. La Melo Ball, qui, moi, mais la plupart du temps, dès qu'on parlait un petit peu de ce joueur-là, c'était ouais, offensivement, on voit qu'il a quelque chose en plus, il a cet instinct créatif qui est difficile à retranscrire ailleurs, quoi. Enfin, il y a un peu tu sais, du Magic Johnson, c'est vraiment ce joueur un peu chaud. Moi, j'adore aussi. Mais je trouve que défensivement, par contre. Putain, quand tu fais cette taille-là, que tu as cette mobilité-là, il faisait pas assez d'efforts. Et là, c'est enfin venu. Il y a du plus, il y a du mieux. Ouais, il y a des efforts qui sont faits. Il y a des efforts qui sont faits. Il est sur ses stats défensives, ouais, il a un tout petit peu plus d'une interception par match. Mais après, c'est un joueur aussi Alors, qui a une hyper grande envergure. ouais. Donc, Mais attention aux pour interceptions. la défense. Parfois, je trouve qu'il retombe un peu dans ces travers de gambling, là, tu sais, où tu cherches l'interception à tous les Ouais, coups. c'est vrai. Et en fait, tu penses pas à rester devant l'homme et juste à gêner, quoi. Ouais, c'est bien d'avoir des mains actives, tout ça, mais il faut de la discipline sur le porteur de balle. Et bon, ça passe pas toujours par la Melo Ball. Alors, heureusement, il y a d'autres joueurs qui peuvent venir un petit peu faire ça à sa place. Mais non, mais franchement, la Melo Ball, c'est beaucoup plus cohérent. C'est beaucoup plus cohérent. Et d'ailleurs, ça se retranscrit sur le bilan collectif de l'équipe. Et je suis d'accord, on se posait des questions. Est-ce que tu peux construire quelque chose autour de la Melo Ball?
Ouais, en tout cas, c'est lui la pièce maîtresse à la main. Et puis à côté de ça, tu mets des shooters comme Brandon Miller, tu mets Kunk Knuppel, tu mets un Moussa Diabaté que la Melo Ball peut servir et tout en l'air. Bon, c'est parfait, c'est parfait. C'est une équipe popcorn. On attend de voir ce que ça va donner en playoff. La Melo Ball aussi en playoff, on va voir ce que ça va donner. Parce que je suis pas sûr qu'il Peut-être est. ses premiers playoffs. Ouais, c'est ça. Enfin, s'il se qualifie, en tout cas, les Hornets, ce sera ses premiers playoffs. Donc voilà, on verra, mais la Melo Ball, bien entendu, fait partie de cette tier list. Il faut donc que tu nous parles de Darius Garland, qui sera, je crois, le dernier joueur de nos tier 4, un peu là. Ouais, et en fait, je vais pas te parler de Darius Garland parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur dans ma tier list. Ok. Et enfin, dans ma pyramide. Et du coup, je vais te caler Steph Curry maintenant. En tier 4 direct, ok. En tier 4 direct, Steph Curry. C'est peut-être un petit peu dur, mais son nombre de matchs joués me chiffonne un petit peu. Alors attends, Et pour moi, avant ça, les mecs qui sont au-dessus font une meilleure saison, donc, tout simplement. on est d'accord. Je pense qu'on a à peu près le même tier 3 avec une différence. Dans le tier 3, tu as Ouais. Jamal Murray, j'imagine. Oui, Ok. Moi, j'ai Curry. Et t'as Brunson Ouais. Maxey. exactement. Ok, c'est ça, d'accord. Donc on a juste changé Jamal Murray et Steph Curry. Il y a que les matchs, ouais, les absences de Steph qui te font mettre Murray devant, ou il y a aussi le fait que Murray pour toi fait une meilleure saison en fin de compte. Après, je suis aussi un petit peu biaisé parce que forcément, en tant que fan des Nuggets, j'ai un peu plus suivi forcément la saison des Nuggets. Pour moi, ouais, Jamal Murray il fait la meilleure saison de sa carrière. Parle-nous de Jamal Murray. Euh, Tu sais quoi? Parle-nous de Jamal Murray. Bah, Jamal Murray, il fait tout simplement la meilleure saison de sa carrière. Il est All-Star pour la première fois. Mm. C'est un joueur, je sais même pas il a raté très très peu de matchs cette saison. Et la constance qu'il a, Mm. il est à 25 points de moyenne, il fait 7 passes et il shoot à 50%, à 48% et il shoot à 43% à 3 points avec quasiment 8 tentatives par match. C'est complètement n'importe quoi. Il joue 74 matchs cette saison. Avec 35 minutes de moyenne. Donc la constance qu'il a cette saison, pour moi, c'est juste incroyable ce qu'il Ouais. affiche. On l'oublie un peu, mais Jokic a quand même raté, c'est très rare, mais Jokic a raté un petit peu de matchs cette saison. Mm. Et dans le bilan des Nuggets, ça se ressent pas. Parce que quand Jokic a été absent, les Nuggets sont perdus. Au final, ça s'est pas tant ressenti que ça en fait. Jokic rate, je crois, là il est à 64 matchs de jouer, donc il rate quasiment un peu plus d'une quinzaine de matchs, enfin un peu moins du coup, pardon. Et dans le bilan des Nuggets, ça se ressent quasiment pas. Mm. Et Jamal Murray a été là en fait, tout simplement quand Jokic a été absent. Et c'est un joueur qui me fait tellement kiffer. C'est un joueur qui est tellement clutch. Et ouais, de par la saison qu'il réalise, de par la constance et la régularité qu'il a affiché cette saison, c'est pour ça un peu que je voulais entre guillemets, le récompenser en le mettant dans ce tier 3. Je comprends, mais franchement c'est Euh, totalement mérité. La saison est juste exceptionnelle. D'ailleurs, il est récompensé avec sa première sélection All-Star Game, donc c'est pareil, hein. Il était temps, j'ai envie de te dire, il était grand temps. Mm. Jamal Murray est monumental. Il forme encore certainement l'un des meilleurs duos de la ligue avec son compère Nikola Jokic là dans la raquette. Ils vont être ouais, là en plus ils montent en régime, je trouve, là la fin de saison. Elle est quand même assez stupéfiante. T'avais le Jokic qui tournait en triple-double de moyenne, et puis t'avais ton Jamal Murray qui était capable d'artiller là, d'inscrire 30, 40 points et tout. C'est fou, je suis d'accord. Je laisse tout de même Steph Curry devant, moi. Il y a moins de matchs, c'est clair. Il y a plus de blessures. Mais après, en fin de compte, ça permet aussi de se rendre compte à quel point il est encore, mais genre, trop fort. C'est une machine d'efficacité. Un peu comme ton Jamal Murray d'ailleurs. Il shoot à près de 40% de loin. Je crois qu'il est à 39%. Avec un volume qui est juste délirant, puisqu'il en tente plus de 11 tirs par match. À 3 points. En efficacité au tir, il est dans le 98e pourcentile, alors que c'est peut-être un des joueurs qui prend le plus de tirs difficiles aussi, tu vois. De tirs contestés, de tirs, enfin
il met des tirs que personne d'autre ne devrait même tenter. C'est ça que je trouve encore hallucinant. Tactiquement aussi, cette gravité qu'on a autour de Curry, elle se ressent toujours parce que quand il est sur le terrain, l'offensive rating des Warriors, il est aux alentours de 119. Et je crois que tu perds à peu près 10 points quand il est pas là. Qui plus est, ça reste pour moi à mes yeux toujours l'un des meilleurs joueurs off-ball. Même s'il faut dire que bah, le petit Con Knuppel, franchement, est quand même solide en la matière. Très fort, ouais. Ouais, c'est chaud. Et puis c'est pareil, Steph doit toujours se dépatouiller parce qu'en 2026, et encore plus aujourd'hui, en fait, les défenses le doublent parce qu'autour de lui, il y a personne. Voilà, ils sont nuls, ils sont nuls autour de lui. Donc t'as juste à envoyer deux trois défenseurs sur Steph et puis t'es tranquille. Donc bah, c'est tout de suite beaucoup plus difficile pour lui de jouer en fin de compte au basket, quoi. Et puis enfin défensivement, je trouve qu'il est toujours, moi j'adore, il se la donne. Alors c'est lui aussi, ce n'est pas un lockdown, tu vois, il va pas prendre le meilleur défenseur adverse, il va pas te l'éteindre et tout, mais il est intelligent dans ses déplacements, dans ses aides, il donne corps et âme. Maintenant, je trouve quand même, et ça m'embête un peu, qu'il devient un petit peu une cible des attaques adverses. Les jeunes meneurs explosifs là cherchent systématiquement à l'attaquer en isolation et tout, à le prendre de vitesse. Et j'espère que ça va aller pour lui. Mais ouais, Steph, ça se bat ça se bat, oui. Après, le faire descendre en tier 4, je trouve ça aussi logique à un moment donné. Tu joues 50 matchs, c'est différent, quoi. Mais on a d'autres joueurs en commun, Brunson et Maxey. Là, on Attends, commence à. avant qu'on se lance sur petite question un peu hors sujet, là, ça va où les Warriors là sur cette fin de saison? Nulle part, ça sort. Ça va en playoff ou ça Non, sort au non, play-in? jamais de la vie. On prend 40 points dans la tronche en play-in et puis c'est très bien, vacances pour tout le monde. Pas de Curry en playoff cette année, du coup. Non, du tout. Du tout, du tout. Triste. Clairement. Parlons de Brunson et Maxey, parce qu'en vrai, ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes là, donc faut qu'on accélère un petit peu le rythme. Bon, bah logique de les voir là, les deux bonhommes. Par contre, je pense que il y a quand même une classe d'écart entre ces joueurs-là et ceux qui sont au-dessus. Ouais, carrément, je suis d'accord. Brunson et Maxey qui font les deux hein, une excellente saison. Là, je vais mettre les stats de Brunson cette saison. Brunson a 26 points de moyenne, c'est quasi 7 passes. Il joue quasiment tous les matchs cette saison, il en rate très très peu. Il est à 72 matchs de jouer et 35 minutes par match. Ouais. Donc on pourrait presque croire que c'est toujours Tom Mm. Thibodeau le coach. Mm. Et des pourcentages hyper respectables, hein. Il shoot à 46% et 37% à 3 points pour un peu plus de 7 tentatives. Donc franchement, il fait une superbe saison. Pour moi, c'est lui qui a tenu un petit peu les Knicks. Bon, pas forcément tout seul, hein. Les Knicks aussi qui font une saison un petit peu plus décevante qu'on les attendait, hein. Moi, perso, je les attendais carrément au top de la conférence Est. Ils n'y sont pas, mais, mais il fait quand même tout de même une saison complètement honorable. Mm. Et c'est tellement un joueur toujours aussi clutch. Toujours aussi clutch. À chaque fois que les matchs sont chauds, tu lui donnes la balle et t'es pratiquement sûr à chaque fois que le ballon va tomber dans le panier, quoi. Moi, il m'hallucine cette saison. Parce que je trouve qu'il s'est encore amélioré dans l'organisation du jeu. Mm. Il tient quand même beaucoup moins la balle qu'auparavant. Ses possessions, tu sais, où il garde le ballon en main et tout, se sont drastiquement diminuées. Ses drives un petit peu épuisants, là, pareil. Il privilégie un petit peu plus le tir extérieur, avec à peu près 7 tentatives à 3 points par match. Il a rajouté ça dans son bagage, déjà que le mec bah, était réputé pour son footwork, ce petit tir là qu'il aime bien poser à mi-distance, ces petites feintes, cette mimine gauche là où il prend tout le monde de vitesse et où bah, en fait il est trop compliqué à tenir. Mais vraiment dans l'organisation du jeu et tout, cette capacité à orchestrer, il a passé un cap je trouve. Et j'ai hâte de voir si ça va se retranscrire durant les playoffs ou si on va retrouver un peu ce Brunson Hero Ball qui bah, ne suffisait pas en fait à l'époque. Ouais, et qui fatigue aussi à la fin de ces playoffs. Clairement. Moi, je trouve que c'est aussi ce que j'ai ressenti sur les derniers playoffs des Knicks, notamment l'année passée. C'est que avec des défenses qui se resserrent
les Knicks ont plus de mal à attaquer. Hmm. Et du coup, on se retrouve, comme tu l'as très bien dit, un peu en hero ball sur du Brunson. Sauf que ça marche un peu au début. Ouais. Mais après, au fur et à mesure des playoffs, il va commencer à fatiguer, hein, avec l'enchaînement des matchs. Et c'est peut-être ça aussi la clé la clé des Knicks pour réussir cette année en playoff. Voilà, c'est ça. Et puis défensivement, là encore, son physique ne s'y prête pas non plus. C'est toujours difficile pour lui. Ça reste une cible privilégiée des systèmes adverses. En playoff, va falloir le couvrir un maximum. Le problème, c'est que derrière, il y a un Karl Anthony Towns qui n'est pas non plus exemple de tout reproche la plupart du temps. On va voir ce que ça va donner. Mais il y a un point où il reste tout le temps là, c'est cette provocation des charges, des passages en force. Il a pas peur en fait de livrer son corps, non pas à la science, mais ouais, à la défense de son équipe, à la défense de son panier. Et moi, il me fait gaulerie à chaque fois là, quand je le vois se faire bump par des mecs, et puis il se relève, il est là, il est grave content. Voilà, ça prouve que c'est un véritable leader qui se la donne quoi, comme il faut. Bon, l'éternel débat, c'est est-ce qu'il a réellement l'étoffe d'un franchise player. Moi, je vous avoue que je trouve qu'il a plutôt l'étoffe d'être l'un des meilleurs lieutenants de luxe de la ligue, quoi. Genre, j'aimerais bien Ok. qu'on le mette aux côtés d'un type, pourquoi pas un grec ou un truc comme ça. Et franchement, ou un autre franchise player, hein. Et je suis persuadé que là, on fait une tier list des meilleurs lieutenants de luxe et il est place numéro un. On passe à Ok. Maxé. On passe à Maxier. Vas-y, Hop. Tyrese Maxé. Bon, bah. Waouh, le dragster. Tyrese Maxey. Tyrese Maxey, belle saison pour lui. Je vais mettre ses stats sous les yeux pour Quasi pouvoir faire 29 un points par petit match, hein. résumé statistique Pouah. de sa saison. Ouais, il est dans les meilleurs scores, hein. Il est dans les meilleurs scoreurs de la ligue, hein, Ouais. comme tu l'as très bien dit, à 29 points, il y a 28,4, quasiment 29 points par match. Et la saison des Clippers, hein, qui se tient un peu à bout de bras, pour moi, c'est lui qui la tient à bout de bras. S'il n'est pas là cette saison, c'est très compliqué pour les Sixers. T'as une saison qui part un peu dans tous les sens, hein. T'as du NBA qui des fois est là, des fois est pas là, même si quand il est là, il est toujours excellent. T'as une suspension de Paul George pendant 25 matchs qui te fait très très mal, même si depuis qu'il est revenu, il est plutôt très bon. Et à côté de ça, t'as Tyrese Maxey qui te fait une saison très très belle, hein. Du coup, on l'a dit, 67 matchs joués, 28 points par match. Pour les pourcentages, bon, forcément, il tire beaucoup, donc c'est peut-être. Mais il tire quand même à 46% et 36% à 3 points pour plus de 8 tentatives. Donc ça reste complètement honorable. Et ouais, c'est un joueur qui a tellement progressé, hein, ces dernières années. Et je trouve qu'il continue encore de progresser, notamment dans le playmaking, hein. Il fait quasiment 7 passes décisives par match. Euh, Ouais, pour moi, c'est lui un peu qui arrive un peu à sauver cette saison des Sixers. À voir encore une fois ce que ça donne en playoff. Est-ce que ça peut aller vraiment jouer quelque chose? Est-ce que ça peut aller titiller les leaders de cette conférence Est? Hmm. Je suis pas tellement sûr, mais on verra bien ce que ça donne. Ouais, je suis d'accord, hein, je suis d'accord. Il y a vraiment de. Tu t'as dit combien le pourcentage à 3 points? Il est à 37% à 3 points pour un peu quasiment 9 tentatives, hein, un peu plus de 8 tentatives. Ok. Ce que j'aime bien aussi sur ce domaine-là, c'est c'est son step back là un peu qu'il a mis dans son jeu, un peu à la James Harden, qui fonctionne bien, qui fonctionne bien. Il est trop fort en transition. Je trouve qu'il y a vraiment une Il est tellement véritable. rapide, c'est un joueur qui est tellement rapide, ouais. C'est ça, et il y a une complémentarité avec le VG Edgecombe que tu mets à ses côtés là. Mm. Putain, les deux là, mais franchement, c'est. Préparez la ventoline dès que vous devez défendre sur eux parce que c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Et Maxé, bah écoute, voilà, moi j'adore, je suis d'accord, hein, je trouve que ça y est, là, on a compris, c'est sa franchise en fait. C'est lui le franchise player.
avec son compère du coup sur le bas court qui est tout trouvé en la personne de Vijay Combe. Et puis bah, des vétérans qui apportent quand même qui apportent un plus. Joel Embiid, franchement, chapeau bas l'artiste parce que bah, moi je m'attendais pas, je pensais qu'il était terminé et donc tant mieux, tant mieux. Et puis bah, Paul George qui ouais, a subi tout ça mais qui fait figure de vétéran qui peut apporter. On va voir ce que ça va donner en playoff. Mais j'ai aucune appréhension pour Tyrese Maxey. Il y a de la T'as vitesse, dit il y a que de la rage. t'as dit que t'avais des Vas-y. t'as dit que t'avais des doutes sur le fait que Jalen Brunson ce soit un vrai franchise player. Est-ce que pour toi, Tyrese Maxey, c'est un vrai franchise player ou pas? Est-ce que ça peut devenir un mec qui t'emmène une équipe en finale? C'est dur à dire, hein. Parce que je pense qu'on en fait des tonnes et des tonnes sur les profils de franchise player, mais en fait, il y en a très peu. Il y en a très peu. À quoi s'apparente Tyrese Maxey Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'espère que c'est une version améliorée. Enfin, ça en est déjà une en fait, de D'Aaron Fox. Voilà, tu sais, c'est Dragster Mm. et tout. Lui, il a vraiment, il a dans son bagage une adresse à 3 points qui fait que ça, il ressemble véritablement à une triple menace, quoi. Après, est-ce que ce genre de profil te permettent de remporter des titres? Je sais pas, tu vois. Est-ce que tu construis autour de Maxé? J'attends de voir. J'attends de voir. Euh, mais en tout cas, ça lui permet d'intégrer le tiers 3 de cette tier list et on va passer au tiers 2. Est-ce qu'il va y avoir un débat? Je pense qu'on a déjà un Je joueur pense qu'on a les certain. mêmes joueurs, Bah, hein. je sais pas. Déjà, Kate Cunningham fait partie de ton tiers 2. Kate Cunningham, ouais, fait partie de mon tier 2, évidemment. Et qui accompagne Kate Cunningham? Luka Ok, c'est Doncic. bon, on a pareil. On a pareil. Donc SGA est à nos yeux le meilleur meneur actuel, le meilleur Ouais, meneur de quand cette même. saison en tout cas. Quand même, ouais, même si en vrai, il y a un débat hein, qui peut se faire avec Doncic. Je pense que ouais, c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe de la ligue actuellement. Même si je suis même pas un grand fan hein, du joueur de SGA, mais il faut quand même à un moment donné respecter ce qu'il accomplit, hein. Je crois, le meilleur score actuel de la NBA. SGA? Il a plus de. Ouais, je Non, crois, il est non? derrière Luka. Il est derrière Luka. Oui, il est derrière Lucas, justement. Ouais. Mais il y a une meilleure efficacité que Luka déjà, parce que bah, pour faire meilleure efficacité Il prend moins qu'SGA, de tirs déjà, ouais. faut le faire. Le mec, On commence par parler de qui? On Cade, commence on par parle pas peut-être par. Cade. On commence par Cade, ouais, Allez, j'allais dire. allez. Alors, Cade Cunningham, bah moi, il m'a beaucoup surpris cette saison, même si c'est dommage, là, cette petite blessure pour terminer. J'espère qu'il sera de retour à temps pour les playoffs. Moi, j'attendais clairement pas les Pistons aussi haut, hein. Je les attendais même limite un poil plus bas que l'année dernière. Je pensais pas qu'ils allaient autant performer. Hmm. Et ils ont un peu surpris tout le monde hein, cette saison avec cette première place là, de la conférence Est qui est quasiment assurée maintenant, même si ils doivent encore, je crois ils doivent encore se l'assurer, mais bon, ils vont faire premier de cette conférence Est. Ouais. Et Kate Cunningham, bah, il est quasiment double-double sur la saison. Il est à 24 points de moyenne, il est quasiment à 10 passes, il est à 9,9. Ouais. Il a 10 passes de moyenne. Et à côté de ça, il prend plus de 5 rebonds. C'est clairement lui le chef d'orchestre hein, de ces Pistons. C'est lui aussi qui permet à cette Pistons tout au long de la saison d'avoir une telle régularité, une telle constance qui leur permet d'être premier, de prendre autant de matchs. Hmm. Et bah, c'est tout simplement sa meilleure saison en carrière. Après, faudra venir voir ce que ça donne en playoff. Quand est-ce qu'il revient? Comment est-ce qu'il revient également? Est-ce qu'il va revenir à 100%? Est-ce qu'il sera un petit peu diminué? Faudrait pas, ce serait dommage que cette petite blessure là de fin de saison gâche leur si belle saison là et cette première place. Mais ouais, franchement, il vient confirmer un peu toutes les attentes qu'il y avait sur lui et toutes les attentes qu'il y avait après leur triste fin de saison de l'année dernière en playoff, là où ça se joue sur un rien, là, sur une décision arbitrale. Hmm. Cette saison, ils ont dit, bah, vous voyez, l'année dernière, notre saison se termine sur un peu sur une décision arbitrale. Bah, cette saison, il n'y aura pas de débat. C'est nous, en fait, tout simplement la meilleure équipe de la conférence Est. Ouais. Et moi, je suis le meilleur joueur de cette meilleure équipe et c'est moi qui ai Cunningham, quoi. Et franchement, ouais, moi, il m'a surpris tout au long de la saison. Euh, dans la gestion du tempo, dans,
même dans ses pourcentages, hein, C'est bon, mieux. après, il a toujours du progrès à faire au niveau du pourcentage. Il shoot à 34% à 3 points pour seulement 6 tentatives. Mhm. Mais voilà, il shoot à 46%. Franchement, il est hyper propre. Ouais. Il distribue de mieux en mieux le jeu. Et franchement, il est trop chaud cette saison. C'est un mec qui peut clairement évoluer en double-double sur certaines saisons. Là, il en est tout proche, malheureusement. Il a cette blessure qui est surtout une maladie. C'est quoi qu'il a attrapé déjà? Je sais plus. Une C'est pneumonie. un Une truc au, pneumonie. ouais, peut-être un truc au Mais, poumon, ouais. mais moi, je trouve que là où Kate gagne ses galons de tiers 2 du coup, en l'occurrence, et se détache de beaucoup d'autres meneurs, c'est en défense. Il a un defensive rating qui est en dessous de 110. Il fait partie de l'élite. Il utilise sa taille pour étouffer les meneurs plus petits. Il n'hésite pas à les contrer près du cercle. C'est devenu le leader vocal de la défense de Détroit qui est une des meilleures de la ligue. Et c'est cette polyvalence qui en fait à mes yeux un joueur unique. Tu vois, bah, par exemple, je trouve que il est du coup beaucoup plus polyvalent dans le jeu que Doncic dont on va parler juste après, qui a le Slovène qui a quand même fait des efforts en défense, hein, mais là ça n'a pas photo. Et des autres joueurs qu'on a parlé auparavant, on a dit que Steph Curry c'était une cible des attaques adverses, Jalen Brunson aussi, la Melo Ball il y a eu des efforts, mais bon, en fait il y en a très peu dans notre pyramide là qui sont de vrais bons défenseurs, et Kate Cunningham en est un. Avec en plus tout ce que tu as dit sur son profil offensif là, qui là encore est très complet. Donc c'est lui à l'étoffe d'un franchise player à n'en pas douter. Vraiment, il est trop fort, trop fort. Et alors maintenant, on peut parler d'un joueur qui est trop fort. Luka Doncic, Luka de Magic, qui, bah, lui, voilà, comme on a pu le comprendre, est le meilleur attaquant de la ligue, meilleur marqueur. Il tourne à 33,5 points. Personne n'a trouvé la clé. C'est le moteur quasi exclusif de l'attaque des Lakers. Et écoute, voilà, il a enchaîné des performances à 40 points comme s'il jouait au parc d'à côté. Allez, son seul bémol par rapport, les quelques bémols par rapport à SGA qui est devant lui, ça va être son efficacité globale qui est un poil plus basse. Et du coup, cette Ouais, défense. Mais pour le reste, que veux-tu? Que veux-tu? ouais, et puis son efficacité globale, un petit peu en dessous de SGA, mais après, il a beaucoup plus de shoot à prendre que SGA, hein. L'effectif offensif des Lakers est nettement moins étoffé Ouais. que celui d'OKC. Et encore, il shoot à 36% à 3 points, mais il prend quasiment 11 tirs derrière l'arc par match. Mhm. C'est énorme. Et il shoot à 47% pour 23 tirs. Donc, certes, les pourcentages sont un petit peu en dessous, mais il shoot beaucoup plus. Donc, ouais, moi, sur sa fin de saison, là, c'est vraiment dommage que cette blessure vienne Ah, ça fait gâcher tout mal. ça parce Ouais. que sur la fin de saison, pour moi, c'est lui le meilleur joueur, hein, de la ligue. Un mec qui met 40 points par match sans sourciller, t'as l'impression que c'est facile. Il joue à son rythme, il fait ce qu'il veut. Certes, il y a un peu ce bémol, hein, on peut le pointer du doigt, comme tu l'as dit, en défense, mais c'est un joueur qui fait quand même un peu d'effort. Je trouve que même si c'est des joueurs qui sont un peu ciblés en défense, c'est des joueurs qui vont réussir un peu à combler leur manque de par leur capacité d'anticipation, de par leur... ouais, voilà. C'est des joueurs qui vont se faire un peu cibler, mais ils vont réussir un peu à combler ce manque-là par des anticipations. Ils vont savoir un peu ce que va faire l'attaque avant. Ils vont réussir à chipper un peu des ballons, à se placer au bon endroit. Et certes, c'est loin d'être le meilleur défenseur du monde, hein, mais là, à la fin de saison qu'il nous fait, là, il est complètement injouable. Et j'espère que... Il sera de retour pour les playoffs. Parce que c'est vraiment dommage là pour les Lakers, hein, cette fin de saison, Allez, cette fin de franchement, saison avec des blessures. elle s'annonçait prometteuse la fin de saison, ça c'est clair. Ça c'est clair. En plus, il semblait avoir trouvé la recette. J'ai dit Reddick concernant son trio là de Reeves, Doncic et James, avec un James beaucoup moins porteur de balles, plus dans ce registre de finisseur. Et du coup, Austin Reeves qui était vraiment le second playmaker. Mais bon, bah voilà, c'est comme ça, c'est dur, mais ça arrive. Et puis bah un autre qui lui aussi a connu une petite blessure à un moment donné durant la saison, c'est SGA. Il a été un petit peu embêté, mais en fait ça ne l'empêchera pas d'être MVP à la fin de la saison, parce que pour le coup, lui, ça y est, il a atteint la barre des 65 matchs, donc il est tranquille pour ça, c'est assuré.
SGA, bon bah. Le mec, pour ceux qui sont fanatiques de stats, là, son true shooting, il est à hauteur de 66,7%. Bon, bah, tu vois quasiment jamais ça. Je crois que c'est historique pour un joueur sur le bas court. C'est des stats plutôt de joueurs intérieurs. Au playmaking, il est fort. 6,5 passes par match, son record en carrière. Progresse, ouais, je trouve qu'il a il a encore progressé cette saison au playmaking, hein. Je trouvais que c'était un très très gros scoreur l'année dernière et bon, c'était déjà un bon meneur, hein. Mais je trouve il a eu du progrès à la passe, notamment quand il est revenu de blessure, j'ai trouvé. Forcément, il faut le temps de se remettre en rythme, il faut le temps de se réapproprier un peu son shoot, son pourcentage. Et bah, là où il trouvait pas forcément l'adresse, il trouvait les passes en fait à faire. Ouais. Et, euh, et en fait, ça lui a permis, je trouve, de progresser un peu, de passer un cap. Euh, Forcément, hein, il est très attendu là pour les playoffs, hein. Ils sont clairement favoris, hein, OKC pour le titre. Ouais. À voir En fait, s'ils vont savoir répondre à cette pression. pour aller vite quand Mais même, oui, il va avoir. concernant SGA, Ouais. je pense que c'est le meilleur défenseur de notre liste là qu'on a là. Et il est top 2 de l'attaque. Genre, c'est certainement le deuxième meilleur joueur offensif parce qu'il y a peut-être Doncic qui est devant lui. Bon, bah, à partir de là, le constat il est implacable. C'est lui le meilleur meneur de la ligue. Oui, c'est lui le meilleur meneur de la ligue. Il n'y a pas trop de débat, hein. Comme tu l'as dit, un excellent défenseur. Même si parfois en playoff, des fois, au vu de la défense de Casey, c'est parfois même lui qui se fait cibler. Mais, euh, mais ouais, c'est un excellent défenseur. Et en attaque, il est tellement chirurgical, hein. Comme tu l'as dit, des pourcentages. T'es à 55% quand t'es un extérieur. Bah, C'est complètement hallucinant. bah, en plus de ça, il bat le record de régularité là, tu sais, au match consécutif à 20 points. Il a effacé Mm. les tablettes Will Chamberlain. Il a un jeu qui est d'une propreté sans nom. Enfin, genre, tu ne peux rien faire en fait. En plus de ça, à 3 points, il est quand même dangereux. Du coup, tu peux plus te permettre de le laisser tirer à longue distance, quoi. Je sais pas. Ouais, et puis Je trouve. cette capacité aussi qu'il a quand il faut aller chercher des fautes, quoi. Alors c'est vrai qu'il est beaucoup critiqué là-dessus, hein, mais il a un vrai truc, hein, pour aller chercher les fautes quand il faut. Ah oui, bah ça. Même si, je sais pas, il tire combien, il tire quasiment 10 lancers francs par match. C'est vrai que des fois, il va chercher ses fautes, un peu, il va se les chercher, il est critiqué pour ça. Mhm. Mais après, tous les grands joueurs, tous les grands scoreurs aussi tirent beaucoup de lancers francs. Doncic, dont on parlait tout à l'heure, tire aussi également énormément de lancers francs. Des fois, c'est un peu chiant de les regarder jouer, aller chercher leurs lancers francs, mais des fois, au basket, ça fait partie du jeu. Des fois, il faut aller chercher les fautes, il faut aller chercher des points faciles. Et ouais. Et c'est aussi comme ça que jouent les grands joueurs, hein. C'est ça. Tu vois, tu parles de points faciles. Moi, le mec a rendu le mi-distance plus rentable que le lay-up, quoi. Enfin, Complètement, c'est ouais. lunaire. Sa régularité, elle est flippante. Voilà, il force rien, il attend que la défense fasse une erreur et il punit. Bon, bah écoute, merci à tous. Et voilà, SJ est trop fort. Donc voilà, on en a terminé avec nos pyramides des meilleurs meneurs. On a fait long là pour le premier épisode, mais il fallait qu'on reprenne un petit peu nos habitudes. J'espère que cet épisode vous a plu. On en profite d'ailleurs en post-prod là pour vous montrer la pyramide de chacun. On commence par celle de Flavien. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu cette pyramide de bas en haut avec SJ tout en haut. On a du Doncic, du Cunningham. On a du Jamal Murray dans le tier 3 aux côtés de Brunson et Maxey. Et puis voilà, vous pouvez voir un petit peu le tier 4. En ce qui me concerne, ça change pas trop en fin de compte, hein. On se retrouve à peu près avec les mêmes joueurs. Dans le tier 3, la Logiquement, petite ouais. différence c'est Curry, Jamal Murray, mais là on a les homers qui ont parlé un petit peu aussi. Et puis voilà, mais franchement, j'espère que cet épisode vous a plu. C'est le retour du poulet, quoi, de dimanche. Ces fameuses pyramides. On vous donne rendez-vous, je pense, dès la semaine prochaine, avec certainement les arrières. Voilà, on va essayer de se faire les 5 postes. Et puis voilà pour ce qui est du retour des pyramides. J'espère que ça va vous plaire. Encore merci Flavien, j'espère que tu as bien kiffé.
Bah, merci à toi. Franchement, c'était un plaisir de partager ce petit poulet là avec toi, histoire de pouvoir classer un peu tous les meneurs et cette très belle liste hein, de la ligue. Et c'était un grand plaisir. Voilà, et on vous donne rendez-vous très prochainement. On n'oublie pas, voilà, de s'abonner, la petite cloche sur YouTube, et puis sur Twitch Le petit like. les rendez-vous, la matinale du lundi au vendredi avec Max, et puis les matchs commentés aussi, peut-être aussi le retour des lives, on verra en fonction des playoffs. Merci à toutes et à tous, à très vite, et puis bah bonne fin de journée à vous. Ciao ciao.